Bonjour à tous et merci Philippe pour effectivement un des derniers workshops de l'après-midi. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Antoine Buat. Antoine Buat est le CEO de DigDash. Alors Antoine, vous avez un parcours brillant, hein, votre diplôme d'ingénieur EPITA en poche. Vous êtes entré chez Axen comme directeur technique, puis vous êtes passé de la bureautique à la gestion des performances d'entreprise en rejoignant une des pépites françaises de l'époque, Business Objects. Business Objects, il y a 7 ans, qui a été, on le rappelle, acquis par SAP. C'était son plus gros rachat en 2007, 4,8 milliards de dollars, si je me souviens bien. Bienvenue à vous, merci d'être parmi nous depuis Aix-en-Provence pour un sujet qui nous intéresse tous, puisque ce sont les tableaux de bord et comment, grâce à eux, concilier le pilotage, l'exploration des données et la communication vers les métiers. Antoine, ça va être à vous. Ma première question, ça Oui, va être le besoin des métiers, justement. Ils souhaitent de l'aide au pilotage de leurs activités. Comment vous leur facilitez la tâche? alors bonne question. Je vais déjà me présenter peut-être. Déjà, merci pour cette introduction, cette présentation. Juste en 2 mots, une présentation sur DigDash. Donc, je suis l'un des fondateurs et le dirigeant de la société. En quelques mots, DigDash, nous sommes éditeurs d'une solution logicielle qui s'appelle DigDash Enterprise. C'est notre seul outil. C'est un outil de tableau de bord agile qui permet de faire de la visualisation, de l'exploration et de l'analyse de données. D'accord. Juste très rapidement, pour rentrer dans le détail sur DigDash, on est une société française dont le siège social est basé à Aix-en-Provence, vous avez précisé. On a également un bureau à Paris et à Madrid. On a plus de 450 clients dans 25 pays. On est référencé comme étant un des leaders, effectivement, de ce système du décisionnel au sens large du terme, pour lequel on agit plutôt sur la partie tableau de bord, mais vous verrez que notre produit a un spectre assez large qui va de la préparation des données jusqu'à effectivement la data visualisation, donc la capacité à mettre en œuvre effectivement des scénarios qui vont permettre de faciliter la vie à nos utilisateurs métiers. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous montrer à travers quelques exemples comment on va couvrir les besoins des métiers à la fois sur la partie pilotage, c'est-à-dire proposer un tableau de bord qui va permettre d'avoir une vue très synthétique d'un ensemble d'indicateurs. Ensuite, aller sur une partie exploration qui va s'adresser plutôt à des gens qui veulent rentrer dans le détail de leur information, être capable de changer les axes d'analyse, être capable d'aller beaucoup plus loin dans la visualisation de leur information, jusqu'à l'aspect communication qui va permettre aux utilisateurs de partager de l'information avec des gens qui n'ont aucune connaissance préalable de ce que je veux leur communiquer. Donc, ça veut dire que clairement, en plus des tableaux et des graphiques, il va falloir accompagner tout ça de texte pour expliquer ce qu'on est en train de présenter. À quel utilisateur on s'adresse, juste pour compléter sur cette partie slide, puis après je vous rentrerai un peu plus dans la partie démo. Mais on s'adresse plutôt à des utilisateurs métiers, c'est 80% de nos utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de compétences informatiques et qui ne sont surtout pas habitués à manipuler les données. C'est-à-dire typiquement des gens qui dans Excel ne savent pas faire des tableaux croisés dynamiques ou ne savent pas appliquer des filtres. C'est cette typologie d'utilisateurs qu'on va être capable de couvrir dans DigDash en leur proposant une interface suffisamment simple, suffisamment presse-bouton pour qu'ils soient capables d'explorer eux-mêmes leurs données. On va bien sûr aussi être capable de s'adresser aux analystes, donc des gens qui ont des compétences un peu avancées, et aux responsables décisionnels, donc des gens qui vont vouloir vraiment être dans un environnement de productivité pour créer des modèles de données avancés, surtout documenter tout ce qu'ils ont mis en place pour qu'il y ait un vrai patrimoine autour de la donnée qui consiste à faire des catalogues de données, à documenter tout ce qu'on met en place en termes d'alimentation, en termes de création d'indicateurs. Juste pour conclure sur la partie slide, je disais déjà que le slide précédent était la conclusion. En termes de typologie de compte, on a à la fois des grands comptes, ce qu'on appelle grands comptes chez nous, c'est au sens européen du terme, mais c'est aussi au sens nombre de licences DigDash distribuées, c'est au moins 1000 utilisateurs. Puis on est présent également, très présent dans le secteur public à différents niveaux, les collectivités de toute taille, régions, départements, communautés de communes, les ministères, les centres de recherche, et bien sûr très présent aussi dans les entreprises intermédiaires et les PME, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans le retail, la logistique, le web marketing, le paiement. Vous voyez qu'il y a un petit peu de tout ici. Si vous le permettez, je voudrais bien vous montrer des démos, mais peut-être pour répondre au mieux à cette question, à la question de piloter, explorer et communiquer, je pense que ce sera une bonne introduction, puis après on pourra revenir sur un jeu de questions, Olivier, si ça vous convient comme ça. Allons-y sur la démo. Très bien. Alors, j'ai parlé de pilotage pour commencer. Qu'est-ce que c'est le pilotage? Encore une fois, c'est l'idée d'avoir en quelques mots, en
quelques images, je dirais plutôt, une conscience globale de là où on est dans l'entreprise. C'est-à-dire d'afficher un nombre d'indicateurs de manière assez dense, mais dont l'objectif n'est pas forcément de regarder le détail, mais plutôt de regarder les exceptions. Donc en fait, ce qu'on va regarder dans ce type de visualisation, c'est uniquement le point rouge au début de chaque ligne, et c'est l'endroit, entre guillemets, où ça fait mal. Donc là, dans le cadre de cette démo, il est calculé de manière tout à fait naïve. Hein. Vous voyez que j'ai les coûts par département sur les 12 derniers mois, le coût actuel, le coût par rapport au budget, et à chaque fois que le coût est dépassé le budget, j'allume ce point rouge. Il pourrait être l'objet d'un calcul un peu plus sophistiqué. Là, on ne cherche pas forcément l'interaction avec les données, hein, c'est vraiment la vue globale, la vue ensembliste pour pouvoir prendre l'état des lieux. Alors, il se trouve que j'ai en plus un filtre ici qui me permet de décliner ces indicateurs par pays, mais ce n'est pas forcément la vocation de ce tableau de bord. Deuxième type de tableau de bord, je voudrais vous parler assez rapidement, c'est le tableau de bord de communication. Hein. Je rappelle l'idée, c'est de partager de l'information à des gens qui… Pardon, j'ai cliqué sur le mauvais tableau, hop, je vais me déconnecter et me reconnecter tout de suite. Le tableau de bord de communication, la vocation, c'est de partager de l'information à des gens qui ne savent absolument pas de quoi je veux leur parler. Donc en fait, ça veut dire que je vais enrichir ces tableaux de bord de textes qui vont me permettre d'expliquer ce que je veux montrer. En l'occurrence, ici, c'est un exemple d'un de nos clients, le département de la Gironde, qui, dans un but de transparence politique, communique des données qui ne sont bien sûr pas confidentielles ici, hein, la manière dont ils ont mis en place le télétravail. Ce n'est pas du tout issu de la problématique de Covid, hein, c'est bien antérieur à ça. On voit que c'est une initiative qui est depuis septembre 2013. Vous voyez qu'ici, tout est documenté, même le fait que je peux cliquer sur des points d'interrogation. Hein. Donc, dès que je veux avoir des chiffres, en l'occurrence ici, le bilan, hein, le département de la Gironde, c'est 5000 collaborateurs, 2800 agents éligibles, je peux avoir le détail de qu'est-ce qu'un collaborateur, qu'est-ce qu'un agent éligible, etc. etc. Toutes ces données-là, elles sont pour l'année 2019. Si j'ai le contexte ici, c'est que je peux le changer. Ça va changer non seulement mes chiffres ici, mais l'ensemble des représentations visuelles présentes sur cette page. La répartition homme-femme, la pyramide des âges, la raison pour laquelle le domaine a été rejeté. Même si ces graphiques sont interactifs, pas de problème. On peut changer d'axe d'analyse, rentrer dans le détail, et tout ça va se recalculer automatiquement. L'avantage des tableaux de bord DigDash, c'est qu'ils sont aussi responsifs. Donc là, je suis sur un écran de taille relativement large. Je vais pouvoir voir par filière, par statut, par catégorie côte à côte. Mais si j'étais sur un portable, donc un écran de plus petite taille, et je vais juste le simuler ici en retaillant mon navigateur, vous verrez que tout va s'ajuster automatiquement, c'est-à-dire que par filière, par catégorie, par statut, va se positionner les uns en dessous des autres. On conserve l'interactivité, hein, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à rentrer dans le détail de la filière, de la catégorie, etc., et voir l'ensemble des graphiques se mettre à jour. Okay. On peut bien sûr présenter dans DigDash également des données géographiques. On le voit ici, l'endroit où les gens ont pratiqué du télétravail et les sites mis à disposition par le département pour pratiquer du télétravail. Tout ça reste filtrable, bien évidemment. Je peux choisir un sous-ensemble du département et je vais voir afficher sur ma carte ce sous-ensemble-là, ou même dans ma liste ici, hein, que j'enlève ou j'ajoute des éléments. On va le voir sur la carte et dans ma liste de sites. Donc tout ça peut être recherché très facilement. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de laisser l'utilisateur avec la plus grande liberté possible et la plus grande autonomie possible sur la consultation de ces données et avec les explications qui vont bien avec. Dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était donc le tableau de bord d'exploration. Donc là, on est vraiment dans un cadre où je veux, je n'étais pas déconnecté du tableau de bord précédent, où je veux, je vais me reconnecter correctement, désolé, où je veux effectivement laisser la main à l'utilisateur pour qu'il puisse rentrer dans le détail de l'information. En l'occurrence, ici, on est sur une société qui est dans la grande distribution et qui se pose la question suivante, c'est quelle est l'efficacité des campagnes télémarketing pour générer du chiffre d'affaires? Donc, on se connecte vraiment à deux sources disparates. Hein. D'un côté, le RP qui me donne des informations de vente et de l'autre côté, la base de données télécom qui me donne des informations de coût de communication. Et comme elles ont des axes communs, on peut les filtrer de manière commune directement dans DigDash sans passer par un entrepôt intermédiaire. Alors, quand il existe un entrepôt de données, on peut bien sûr l'exploiter, mais ce n'est pas une obligation dans DigDash. Et en termes de performance, vous allez voir que, bon, ici, on ne traite pas un très gros volume de données, mais tout tourne en local sur ma machine, c'est à peu près 2 millions de lignes. Mais si on était sur des volumes de données beaucoup plus importants, ça réagit de la même manière. Tous les calculs, hein, effectivement, que je choisisse un pays, etc., sont calculés temps réel ici. Et vous voyez qu'effectivement, on n'a pas de temps d'attente du tout. L'idée, c'est quoi? C'est que cette page de synthèse ici me montre les indicateurs clés, mais je peux rentrer dans le détail. Donc, si je clique sur le chiffre d'affaires, je peux voir effectivement la répartition des chiffres d'affaires par région, les 10 meilleurs produits qui ont généré ce chiffre d'affaires et l'évolution de ce chiffre d'affaires pour la période considérée qui est ici l'année 2019. Je peux continuer à naviguer. Hein, si je rentre sur l'axe géographique, je descends en Europe, en France, on voit que l'ensemble des graphiques va suivre le même chemin. Tous les graphiques peuvent être potentiellement analysés sous forme de tableau. Donc, si je tourne ce graphique-là, on va voir effectivement le détail de ce graphique-là, les régions françaises, leur chiffre d'affaires associé. Ce tableau reste aussi interactif que le graphique. Je pourrais le trier par chiffre d'affaires. Je pourrais remonter au niveau des continents, descendre dans Amérique, États-Unis. Encore une fois, ça va faire agir l'ensemble des autres graphiques. Mais si je tourne à nouveau mon tableau, c'est bien évidemment la carte des États-Unis qui va apparaître
le contexte de mise aux États-Unis, il est vrai pour cette page-là, mais il est vrai aussi pour d'autres pages. Si je passe sur une page comparaison dans laquelle ce contexte reste valide, je vais voir effectivement que je suis dans le même contexte. États-Unis et 2019, c'est vrai pour l'ensemble de ces graphiques-là. On peut laisser l'utilisateur continuer à filtrer sur n'importe quel axe d'analyse et puis venir effectivement faire des recherches spécifiques, donc filtrer une ou plusieurs valeurs de manière continue ou non continue. On va voir comment automatiquement on va pouvoir obtenir des visuels qui répondent à ces catégories-là. Donc tout ça va permettre à l'utilisateur de faire des découvertes dans ces données. Et c'est bien là l'objectif effectivement de traiter une mine d'or qui est vos données chez vous, c'est de faire des découvertes dedans et d'essayer de comprendre effectivement à qui je pourrais partager ça pour améliorer une situation ou au contraire faire comprendre qu'il y a des opportunités. Donc tout ça va pouvoir se faire dans Digdash soit directement à l'intérieur du tableau de bord, soit en exportant l'information. Si je veux la partager, je peux prendre n'importe quelle brique et dire tiens, je voudrais sauvegarder ça en PDF. Donc ça va me générer automatiquement un mini PDF qui va contenir le contexte de filtrage que j'ai mis en œuvre et puis effectivement le graphique tel qu'il apparaissait sur ma page. La problématique du PDF, c'est que c'est difficilement éditable. C'est pour ça qu'on a choisi qu'on pouvait aussi exporter dans d'autres formats dans Digdash. On peut aussi sauvegarder en PowerPoint, par exemple. Alors, je le fais au niveau de ce graphique de manière individuelle ici, mais je pourrais le faire pour un ensemble de composants. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un seul graphique, déjà, vous allez voir qu'il est tout à fait éditable. Ici, je pourrais bien sûr changer le texte. Ça paraît évident. Si je veux mettre le filtre ici à la place de sélection courante, mais je peux aussi changer le graphique. Si, par exemple, je veux prendre le Texas, le mettre de commentaire pour y faire un commentaire particulier, de côté, pardon, pour y faire un commentaire particulier, c'est possible. Donc, tout est redimensionnable en Digdash, tout est ajustable, quel que soit l'objet dans lequel on est. Si je veux ajuster ma charte graphique pour m'intégrer au mieux dans un PowerPoint, c'est possible aussi. Okay. On peut aussi exporter les versions textuelles. Quand je sauvegarde en Excel ou en CSV, mon but c'est de récupérer les données et pas de récupérer un graphique. Et j'avais dit que je pouvais exporter de multiples graphiques, c'est possible ici. Je peux cliquer sur télécharger le PowerPoint. Ce que ça va faire, c'est que ça va me reprendre des éléments issus de plusieurs de ces onglets et me les assembler au sein d'un document PowerPoint multipage, en conservant mon contexte d'analyse. On va bien le voir ici. Alors, j'ai une première page qui est la page de garde, mais je vois bien qu'ensuite, les données sont bien dans le contexte d'analyse où je les avais mis, les États-Unis, l'année 2019, etc., pour l'ensemble des autres graphiques. Donc voilà, ça, c'était un peu la vision que je vais appeler, moi, utilisateur métier, donc avec une facilité d'analyse, de rentrer dans le détail, etc. Mais on peut aller encore... Pardon. On voit qu'il y a une grande rapidité derrière ces interfaces, beaucoup d'interactivité, une simplicité de mise en forme de l'information. Est-ce que vous permettez également les requêtes en langage naturel ? Ouais, très bonne question, effectivement, parce que là, on est sur l'objet de consulter des graphiques tels qu'ils ont été conçus par quelqu'un, le concepteur de tableau de bord. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué de concevoir un tableau de bord, mais on peut effectivement laisser l'utilisateur poser ses questions. Les questions, on va les retrouver ici. Alors, ça peut être n'importe quel type de question. Je voudrais voir les coûts par type de ligne. Si je pose cette question-là, ça va aller analyser les différentes sources auxquelles j'ai accès et me suggérer des représentations visuelles pour les matérialiser. Ce n'est pas des choses qui ont été construites à l'avance, c'est vraiment l'intelligence artificielle intégrée dans le produit qui va permettre de réaliser ça. Alors attention, on garde le contexte de filtrage qu'on avait précédemment, à 2019, l'administration États-Unis, mais on peut continuer à naviguer, même une requête qui a été générée en langage naturel, y compris naviguer dedans pour rentrer dans le détail, ça ne pose pas de problème. Si je demande des choses différentes, par exemple par année, cette fois-ci, on va voir directement comment ce coût par année va se matérialiser sous forme de courbe, puisque la dimension temps est une dimension continue. La meilleure manière de la représenter, c'est une courbe. D'accord ? Donc, tout va s'ajuster par rapport à ma sélection et par rapport à ce que je vais lui demander. Si je demande par année et par type de ligne, cette fois-ci, ce qu'il va me proposer, c'est un tableau croisé, parce que c'est la manière de le proposer. Encore une fois, je suis filtré par l'élément précédent, mais je peux enlever mes filtres. Je peux même préciser un type de restitution. Je vais voir ça en graphique en colonne, pourquoi pas. Et cette fois-ci, ce que je vais voir, effectivement, c'est la même représentation sous forme de graphique en colonne. Donc, tout ça marche quel que soit ce que je veux demander. Si je veux le coût pour le Canada, par exemple, ce que je vais montrer cette fois-ci, c'est une carte, puisqu'il comprend que le Canada fait partie de l'axe géographique. Donc, tout ça se crée automatiquement. Alors, on est plutôt dans le requêtage ad hoc, là, c'est-à-dire que je me pose une question à un instant T. J'en aurai peut-être pas besoin demain. Si j'en ai besoin de manière plus régulière, l'idée, c'est effectivement de pouvoir enregistrer cette information et même potentiellement pouvoir y revenir plus souvent. D'accord ? Donc, ça veut dire que effectivement, si vous voulez y revenir plus souvent, vous allez aller dans l'éditeur de tableau de bord pour vous constituer votre propre page. Là, vous allez pouvoir vraiment construire des tableaux, des pages très simplement
soit en assemblant des choses existantes. Vous prenez par exemple ici le chiffre d'affaires par région, vous positionnez dans un coin, vous y accordez la place et l'espace qui vous semble nécessaire dans votre page, et puis vous pouvez rechercher d'autres choses. Par exemple, je cherche quelque chose qui contient corrélation, donc je vais voir ici qu'il y a dans Télécom et dans Marge des choses qui contiennent corrélation. Donc à moi de venir le positionner après, pareil, dans la page comme je le souhaite. On peut mixer des choses qui ne sont pas forcément des choses issues de la même source de données. C'est ça tout l'avantage d'un tableau de bord, c'est vraiment d'avoir cette vision très globale. Je prends par exemple une carte OpenStreetMap avec la position des mairies à Paris, ça n'a absolument aucun rapport avec le reste de mes données, mais pourquoi pas, c'est moi ce qui m'intéresse quand je vais atterrir sur ma page d'accueil, je veux voir effectivement ces différents composants. Et toute l'interaction qu'on pourrait imaginer, elle existe, la capacité à naviguer dans le détail, ce qui va impacter l'autre graphique, mais pas ce graphique du bas, la capacité à choisir une mairie, pourquoi pas ici, du 10e, du 11e, je vais voir directement comment ça s'impacte. Okay. Un tableau de bord, c'est souvent pour... une photographie à un instant T. Et pour avoir des explications fines, parfois, il faut suivre la dynamique des données dans le temps. Est-ce que vous permettez cette navigation dans le temps ? Oui, alors effectivement, on a l'axe temporel qui est un élément très présent dans Digdash à tous les niveaux. Ça peut être, alors on va retourner à la limite dans n'importe quelle analyse ici, vous avez la possibilité de choisir cet axe temporel à n'importe quel élément. Donc par exemple, ici on regarde une période particulière, 2020, mais je peux effectivement choisir une année. On a effectivement un fil qui a été défini ici pour les années, mais je peux même choisir une période plus précise. Si je m'intéresse uniquement aux données commençant le 1er avril et se terminant le 31-12, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être se terminant le 25 juillet, je vais effectivement voir l'ensemble des données se mettre à jour de cette manière-là. Et si on veut aller encore plus loin, on peut même laisser l'utilisateur effectivement charger ses propres données et puis faire des analyses temporelles lui-même. Cet axe temporel dans Digdash, il est reconnu comme un axe vraiment important. C'est-à-dire que dès que je vais charger de la donnée, et je vais peut-être vous montrer très rapidement comment on fait pour charger de la donnée dans Digdash, vous allez voir que l'axe temporel va être détecté complètement de manière autonome. Donc on a effectivement cet assistant qui s'appelle assistant de création de tableau de bord et qui va permettre effectivement de sélectionner un fichier. Donc je vais prendre n'importe quel fichier issu de mon PC, on va prendre un fichier ici Excel, on va prendre un plus gros, ce sera un peu plus sympa. Hop. Donc, on voit ici la taille du fichier, il fait 6 mégas, il est poussé vers le serveur. Alors, il a probablement plusieurs feuilles de calcul, c'est le cas, vente, aide et dimension. Je vais prendre la première feuille, je vais cliquer sur continuer, et ce qui va se passer ici, c'est qu'il va faire une analyse sémantique, il va essayer de comprendre de quoi parle ce fichier. Donc, tout ça dans le but d'accompagner l'utilisateur, encore une fois. Et pour aller encore plus loin, je pourrais éditer la source pour voir ce qu'il y avait dans mon fichier Excel. Vous voyez qu'il y a un axe temporel, alors il est représenté sous forme de date Excel, donc pour l'instant il n'est pas très intelligent cet axe. Il y a un axe géographique aussi avec des régions magasins. Alors pourquoi je vous les présente ces deux-là? Parce que ça va avoir une importance, on va voir qu'on va les détecter automatiquement dans Digdash et on va en faire quelque chose. Après il y a tout un ensemble de chiffres, des indicateurs, CA, marge, etc. Alors je pourrais ici configurer le modèle, je ne vais pas le faire, je vais juste valider la sélection et cliquer sur vente au détail et continuer. Et vous allez voir qu'il va me suggérer des choses à faire avec ce fichier-là. Il va automatiquement me générer effectivement des choses sur l'axe temporel, la tendance vente, pour explorer à travers l'axe temporel ce qui va pouvoir se passer. Il va me montrer aussi une page produit où je vais voir par région, par produit du chiffre d'affaires, les 5 meilleurs produits. Donc tout ça se crée automatiquement. Et vous voyez qu'effectivement, sur l'axe temporel, il était capable de regrouper par année. Sur l'axe géographique, il a été capable de regrouper par pays. Tout ça se fait complètement naturellement. Je ne suis pas bloqué à ce que j'ai créé ici. Je peux continuer à enrichir ici. Si je veux créer une page concernant la marge, qui était un des indicateurs que j'ai vu, je vais rentrer en création de nouveau graphique. Je vais choisir la source de données que je viens de charger. Je n'ai pas changé son nom. Et je peux effectivement, avec les graphiques proposés, automatiquement, il va me suggérer ce que je peux faire avec ça. Une analyse de tendance, parce qu'effectivement, il y a un axe temporel. À moi de choisir l'indicateur qui m'intéresse. Je choisis la marge et je vais avoir effectivement une représentation par défaut. Alors ici, c'est pour accompagner l'utilisateur métier. Mais si je suis un utilisateur un peu plus évolué, cette représentation de l'axe temporel, je peux la changer. Si par exemple, ça ne me convient pas de voir ça par année, je pourrais effectivement dire je voudrais plutôt le voir par mois. Et puis si en plus je veux aller plus loin et dire moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des fonctions prédictives pour pouvoir voir ce qui va se passer dans le futur. Je peux appliquer une fonction prédictive. Il va me montrer comment ça s'applique dans le passé. Il va me générer un an de données supplémentaires pour me montrer comment effectivement pourrait évoluer cette série temporelle à travers le temps, en conservant ce qu'on appelle la saisonnalité sur les données, mais également la tendance sur ces données. D'accord ? Donc tout ça peut être sauvegardé, réutilisé dans le tableau de bord, etc., etc. Oui, parce qu'en termes de pilotage, ces données dans le futur peuvent servir d'objectif pour des commerciaux, par exemple. Exactement. Alors là, je prends un exemple simple sur une série temporelle où effectivement, ça peut être la réalisation d'un objectif, mais ça peut être n'importe quel type de variable de sortie, même sur l'aspect prédictif
dans un cadre un peu plus large, ça pourrait être aussi le fait de dire je m'appuie sur une variable de sortie qui va être mon chiffre d'affaires global, je dois savoir quels sont les influenceurs clés de ce chiffre d'affaires et par exemple, je suis en train d'implémenter un nouveau magasin, ce qui arrive dans le retail. Pour implémenter ce magasin, qu'est-ce que je dois faire pour maximiser mon chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la surface du magasin? Est-ce que c'est le type de couleur de mes rayons, etc. Par rapport à l'historique de toutes les données que vous avez dans tous les autres magasins, vous allez pouvoir en déduire quels sont les influenceurs clés et générer effectivement de l'intelligence avec ces données. Donc là, on est dans le domaine de la simulation. On pourrait comparer plusieurs hypothèses et puis prendre la meilleure. Oui, absolument. Alors, tout ça, ça se fait dans Digdash, effectivement, avec, on a pas mal d'axes qui permettent de faire ces éléments de comparaison. Notamment, on a un type de graphique qui est assez intéressant quand on veut faire de la comparaison multi-objectif, qui va permettre, avec un système de grouping, alors je vais le trouver dans le contenu additionnel, on a ce qu'on appelle les groupes de comparaison. Donc, ces groupes de comparaison, on peut poser des objets dedans. Et la vocation, alors je vais essayer de le faire rapidement ici. La vocation ici, c'est de se dire, voilà, j'ai cet objet-là, et puis en plus, j'ai d'autres objets qui vont m'intéresser. On va reprendre des choses que l'on a déjà produites. On va prendre tendance marge, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre meilleur produit, peu importe. Donc j'ai ces deux éléments-là, et je voudrais effectivement les comparer par rapport à d'autres axes. Donc ces autres axes, je vais les mettre comme axes de filtrage. Donc par exemple, ça pourrait être la région magasin. Donc je vais poser région magasin ici, il va apparaître comme filtre. Donc l'idée de tout ça, c'est que ça va permettre à l'utilisateur, dans sa page de tableau de bord, de lui-même visualiser, en fonction des différents cas, des différents scénarios, comment vont se comporter tout ça. Donc là, je suis au niveau global des deux côtés, mais je pourrais dire, tiens, je veux comparer la région Alabama avec le global, ou alors la région Alabama avec la région Arizona. Et je vais voir effectivement quels sont les scénarios, comment ça s'impacte, quelles sont les hypothèses possibles pour répondre à cette problématique. Et je peux rajouter d'autres axes de comparaison, j'en ai que 2 par défaut, mais si je veux en rajouter une supplémentaire et dire, tiens, en plus je veux comparer à Alberta, pourquoi pas, on peut vraiment avoir autant de simulations qu'on veut, ce qui va nous permettre effectivement d'avoir des scénarios assez complexes et de regarder à une grande échelle ce qu'on veut potentiellement illustrer. Quand vous avez importé le fichier Excel, au départ, vous avez dit « je le charge dans le serveur ». Ce serveur, il est on-premise, comme on dit, sur son site, ou il peut être dans le cloud également? Alors, c'est une très bonne question. Il se trouve qu'on a des clients qui sont on-premise, on a des clients qui sont dans le cloud. Quand on parle de cloud chez Digdash, on est très ouvert. C'est-à-dire qu'on va réfléchir avec notre client quel est le meilleur cloud pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le meilleur cloud? On peut avoir des contraintes qui sont des contraintes de l'ordre de la confidentialité des données. Donc typiquement, si on veut de la confidentialité maximum, on ne peut pas être hébergé dans un cloud appartenant à un Américain parce qu'on va être soumis au Cloud Act américain. Donc nous, on travaille en partenariat assez fort avec la société OVH pour héberger nos serveurs. Et bon, on peut aussi héberger nos serveurs, bien sûr, sur Google Cloud Platform, sur Amazon Web Services, sur Microsoft Azure. Mais on privilégie effectivement OVH Cloud parce qu'effectivement, on a cette garantie d'être en dehors du Cloud Act américain. Donc on n'est pas soumis à la potentielle possibilité que le gouvernement américain regarde nos données. D'accord? Donc ça, c'est assez important pour nous de pouvoir proposer cette offre-là à nos clients, notamment parce que dans les collectivités, on travaille avec des comptes du secteur public que peuvent être le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, etc., pour lequel la confidentialité des données clairement est un aspect complètement clé sur leur projet. Et alors, dans les projets de communication autour de la donnée, souvent, le travail collaboratif sur de gros volumes de données se heurte à des questions soit de performance, soit de sécurité. Comment est-ce que vous parvenez à résoudre cette équation? Alors, bonne question également. Alors, les performances, on les résout nativement avec notre base d'analyse. C'est quelque chose qui est fourni en standard dans Digdash, c'est-à-dire que plutôt que d'être dépendant des performances de la base de données sous-jacente, on va charger les données dans la base d'analyse Digdash. Donc, il faut considérer cet entrepôt comme un entrepôt qui est orienté pour faire de l'analyse. C'est-à-dire qu'en termes de performance, il est vraiment fait pour faire des agrégats. Ce n'est pas une base transactionnelle dont l'objectif est d'optimiser les transactions, comme son nom l'indique. Une base SQL, en général, est une base transactionnelle. La base d'analyse Digdash, c'est plutôt une base de type colonnaire, vectorielle, avec beaucoup de in-memory, qui permet effectivement de s'affranchir complètement de la problématique de performance. D'autant plus que notre technologie, elle est clusterisable. C'est-à-dire que quand une seule machine, qu'elle soit physique ou virtuelle, peu importe, mais quand on a atteint les limites physiques d'un serveur virtuel, on va pouvoir mettre côte à côte plusieurs machines dans lesquelles on va pouvoir distribuer un calcul. Ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas de limite, on n'a pas de contrainte dans Digdash. On va pouvoir
chaîner finalement un ensemble de choses pour distribuer un calcul sur un ensemble de serveurs et obtenir des performances, même sur des volumes de données importants, des performances qui sont de l'ordre de l'instantané, comme vous le voyez ici. Justement, pour préparer des tableaux de bord de ce type, que proposez-vous en amont pour la préparation des données à analyser? Ouais, très très bonne question. Effectivement, on a dans Digdash ce que j'appelle le studio, qui est la partie un petit peu plus technique. Vous voyez qu'il y a une partie allégée de ce studio. On a chargé ici un fichier Excel, on nous a posé pratiquement aucune question et ça m'a généré automatiquement un modèle de données. Mais on a effectivement un studio qui permet, je vais vous le montrer très rapidement, ce studio qui permet d'aller beaucoup plus loin sur l'exploitation des données. Alors tout se passe en mode web dans Digdash, il n'y a pas besoin de déployer un quelconque plugin ou quoi que ce soit. Vous pouvez travailler sur Chrome, sur Safari, sur Firefox. Internet Explorer, sur Firefox, il n'y a vraiment aucune contrainte. Tout se passe à travers le web, même la partie studio, donc même la partie conception de données. Donc c'est ici effectivement que vous allez pouvoir charger des sources de données beaucoup plus complexes. Donc on va bien sûr retrouver les fichiers plats, mais également la connexion à des bases de données relationnelles, multidimensionnelles, NoSQL, Elasticsearch, la connexion à des systèmes décisionnels existants, la capacité à transformer les données, de les enrichir avec du Python, du R, etc. Le fait de pouvoir faire des jointures multisources, c'est-à-dire prendre d'un côté un fichier SQL, venir l'enrichir avec une base de données SQL, l'enrichir avec un fichier Excel, tout ça c'est tout à fait possible dans Digdash et en pouvant documenter toute cette information avec notre catalogue de données. Donc ça c'est particulièrement important et je pense que ça reprend aussi un des aspects de votre question précédente, c'est quand je vais gérer des volumes de données importants et surtout des référentiels de données importants avec des milliers de colonnes, des milliers de sources, il faut que j'ai un catalogue de données qui soit capable effectivement de mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut que j'ai des référentiels qui soient clairs, de la documentation qui soit claire, et on fournit effectivement en standard dans Digdash cet aspect documentation de données. Donc dès que je vais créer des modèles dans Digdash, je vais pouvoir les documenter. Et cette documentation, on va le retrouver dans ce qu'on appelle le data catalogue. On va voir les dépendances qui existent. Par exemple ici, je gère 14 rôles, 74 pages de tableau de bord, 562 flux, 830 mesures, 49 hiérarchies, 773 dimensions. Donc tout ça est explorable, c'est-à-dire que je peux rentrer dans le détail par source de données, sur une source de données en particulier. Je peux venir la choisir ici, je peux même choisir un rôle. On va prendre le rôle, par exemple, retail. Ici, je vais avoir un rôle qui s'appelle quelque chose comme ça. Je vais voir le nombre de sources se réduire. Je peux choisir la source retail spécifiquement et voir ce qu'elle inclut. On va avoir tout un système de dépendance. Je peux même savoir où est-ce qu'elle est utilisée. Donc, effectivement, la source de données retail, voilà tout ce qu'elle déploie. Voilà où sont utilisées les dimensions, dans quel objet. Donc, on a cette capacité à venir organiser et documenter toute cette information de manière très, très propre dans Digdash, qui va permettre de résoudre ces problématiques de gestion à plusieurs sur un gros volume d'informations. Oui, dans une grande entreprise, le souci auquel on se heurte, même avec des connecteurs qui sont prêts à établir justement la connexion vers les données sources, ce sont des problématiques d'authentification, d'accès aux données. Est-ce qu'on peut gérer cette gouvernance aussi à travers votre outil? Oui, absolument. Alors, on a un modèle de sécurité qui est assez riche, qui va être capable de s'intégrer dans les modèles existants. Donc, c'est-à-dire que si vous avez déjà alors il y a deux choses. Déjà l'authentification. Donc, si vous avez déjà un système de single sign-on qui soit basé sur Kerberos, SAML-V2, OpenID Connect ou autre, on va pouvoir s'y connecter. Ça, c'est pour l'authentification de l'utilisateur. Mais pour les propriétés de l'utilisateur, c'est-à-dire est-ce que j'appartiens à un groupe, est-ce que j'ai des propriétés qui me permettent de voir que telle ou telle famille d'objets. Là, pareil, on va pouvoir se connecter aux propriétés du LDAP existant pour réutiliser tout ça et être capable de filtrer correctement les données en fonction des droits des utilisateurs. Donc, soit en les important dans Digdash, soit en les générant directement dans Digdash. Si vous n'avez pas en amont cette information, vous pouvez également la générer dans Digdash, notamment en utilisant le catalogue de données, vous pourrez voir effectivement qui a accès à quel type de données. Donc ça, c'est particulièrement important, notamment quand on a des problématiques de RGPD, quand on va être soumis effectivement à des données nominatives, qui a le droit d'accéder à ces données nominatives, ça c'est un point particulièrement important. Donc c'est ce type de scénario et ce type d'usage qu'on veut finalement standardiser et maîtriser avec l'outil de data catalogue. Donc on va pouvoir aussi masquer des colonnes éventuellement dans certaines bases. Les masquer ou les encrypter en fonction de ce qui est le plus intéressant, parce que parfois c'est important de savoir que cette colonne existe, mais que simplement je n'y ai pas accès. Donc il y a les deux options possibles. Parfait. Un petit mot de conclusion, Antoine, peut-être. Là, c'est la dernière version que vous nous avez montrée. Ce qui tourne derrière exactement, c'est un cluster, c'est une configuration assez légère. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, c'est une configuration tout à fait légère. Alors, juste pour répondre à la question sur la version, c'est effectivement notre dernière version qui vient d'être livrée. C'est un peu une actualité. Fin octobre, début novembre, on a livré effectivement notre version 2020 R2. On livre 2 versions de Digdash par an. Après, on a des cycles plus courts sur lequel on fait des fonctionnalités spécifiques, mais en général 2 versions par an. Et effectivement, là,
tourne sur une configuration très légère, puisque c'est mon laptop qui héberge à la fois le serveur et puis la partie restitution. Bon, on n'était pas sur des volumes de données très importants. Ici, on était à peu près jusqu'à 2-3 millions de lignes, donc ce n'est pas très important. Mais on peut effectivement gérer dans DigDash des volumes de données, comme vous l'avez compris, très très importants. Merci infiniment Antoine pour cette présentation complète de DigDash. On vous souhaite une bonne continuation